Voilà, nous poursuivons nos travaux par une table ronde, cette fois-ci sur les nouvelles chaînes de valeur. Donc on va peut-être finalement s'inscrire dans la continuité de l'intervention précédente. En tout cas, on va parler d'économie, de chaînes de valeur, de nouveaux modèles économiques et un petit peu moins de questions techniques. Comme ce qu'on avait vu tout à l'heure dans la journée, enfin du moins depuis ce matin ou depuis hier. Tout ça pour la bonne raison que moi je n'y connais absolument rien dans le domaine du textile, dans le domaine de la mode, sur le plan technique du moins, puisque je viens d'un autre univers professionnel. Et pourtant, il y a des liens. Donc quelques mots pour me présenter d'abord et vous dire qui je suis. Donc je suis Céline Scavenec, je suis fondatrice de Niji et Eat and Back. C'est une solution zéro déchet pour la restauration livrée ou à emporter. L'idée c'est d'apporter une solution aux professionnels de la restauration qui permet de se passer des emballages jetables. Donc on va dire stop au plastique. Là, on n'est pas très loin de préoccupations qui ont été exprimées ici. On va dire stop aux emballages jetables et à cette surconsommation pour utiliser une lunchbox lavable, réutilisable et ainsi produire beaucoup moins de déchets. Et pour mettre en place ce projet, eh bien, j'ai dû aussi me poser les questions de la chaîne de valeur. Et du recyclage, du sourcing, donc quels matériaux utiliser et comment changer nos habitudes de consommation, comment proposer un nouveau modèle économique qui soit moins polluant, qui soit plus bénéfique pour l'environnement. Donc voilà pour ces présentations. Et maintenant, je vous propose de faire connaissance avec ces 4 intervenants pour nous parler de leur chaîne de valeur et aussi de la manière dont ils ont travaillé cette chaîne de valeur, comment ils ont travaillé au sein de leur organisation ou comment ils ont réorganisé la chaîne de valeur pour répondre aux enjeux du recyclage, aux enjeux d'une mode éthique et d'une mode circulaire. Donc je vais tout d'abord passer la parole à Michael Lemaire de l'UTT Tourcoing. Donc c'est le plus local de l'étape, on va dire, peut-être pour cet après-midi. Si tu peux d'abord te présenter et puis commencer à répondre à cette question des enjeux. Bonjour, donc Michael Lemaire, donc je suis du Nord, j'ai même fait l'école ici, donc nickel. Donc ingénieur textile, donc je travaille pour UTT depuis 12 ans. On est une filature teinture basée, donc la teinture est à Tourcoing. On a 3 filatures, une très longue, donc il y a 100 km de l'île, une en Roumanie qui fait du thym, et une technique qui est aussi à Tourcoing. Donc au niveau un peu des chiffres, au niveau des ventes, on vend 4 millions de kilos par an, donc on fait du fil pour des fils mode, donc avec différentes matières. On vend à 3/4 en Europe, on fait 70% pour des fils pour la maille, 30% pour le tissage. On a un modèle au niveau de notre business, c'est plutôt triangulaire, donc on est en lien très fort avec les centrales et avec les tricoteurs et tisseurs. C'est très fort pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Il faut qu'on puisse voir ce que les clients ont besoin pour pouvoir y répondre. En parallèle, alors pour passer à la deuxième slide, j'ai pas pris, il y en a que 2, donc ça va aller. Voilà. Donc, il y a une volonté très forte chez UTT de réduire les impacts environnementaux des ventes. Donc, il y a eu des investissements très forts sur une station et des développements qui sont encore en cours sur une station de recyclage des eaux. Donc, on vient reprendre nos eaux qu'on a utilisées pour faire la teinture. On les passe dans notre station de recyclage et on les réinjecte ensuite dans les teintures suivantes. Donc c'est quelque chose qui est très innovant au niveau de la teinture. On va passer aussi au niveau des produits. Donc on a des produits avec un pourcentage de fibres recyclées. Donc on est en train de travailler là pour utiliser du jean dans un de nos produits. On a aussi pris la décision sur notre 100% coton qui est en collection de n'avoir que du GOTS. Donc c'est une décision très forte.
On participe aussi à des projets collaboratifs assez régulièrement concernant le recyclage. Donc on a fait un projet qui s'appelle Calafil, qui s'est terminé, c'était recyclage de déchets de fabrication locale. Et là on a un projet soutenu par EcoTLC, donc qui est très récent, avec l'IFTH et le Relais, pour travailler sur les possibilités de recyclage et de réutilisation de fibres post-consumer dans nos produits. Donc on était sur des matières vierges, donc on change et on s'est dit comment on peut faire pour réutiliser des matières. Et ça, on le fera ensemble et on essaiera de trouver avec le Relais et voir techniquement avec l'IFTH comment on peut y arriver. En même temps, on travaille aussi très fortement sur la digitalisation de nos gammes, qui nous permet de proposer des coloris, parce que c'est notre métier quand même sur la teinture, de pouvoir proposer des coloris et de pouvoir aller plus vite et pas forcément faire des échantillons, mais les proposer de manière informatique. Donc pouvoir avancer nos gammes et pouvoir dire, regardez, nous on peut vous faire ça. Après, ok, on peut arriver sur l'échantillon, on fera un échantillon pour que vous puissiez le voir, mais d'abord, on peut le voir sur l'informatique. Donc c'est quelque chose qui est très fort chez nous, l'innovation, c'est quelque chose qui est très important, donc c'est pour ça que une partie des innovations va sur l'impact environnemental et comment on fait pour réduire tout ça, donc en utilisant des matières comme le lin recyclé, le jean recyclé, comment on va pouvoir incorporer du post-consumer dans nos produits. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'on essaye de faire, à se dire on va essayer d'industrialiser tout ça pour pouvoir avoir des prix de fabrication qui seront intéressants et qu'on pourra vendre et faire des produits qui seront beaux et vendables au niveau du prix. Donc c'est là où nous on veut agir là-dessus pour pouvoir le faire, parce qu'on voit qu'il y a une demande, on voit partout pendant ces 2 jours, on a vu qu'il y avait une demande sur quel est l'impact des produits, etc. Donc nous, on veut dire, on a aussi des matières qui arrivent, et les matières arriveront toujours de partout, mais comment on fait pour redonner une seconde vie dans ces produits, ici, localement, pour ces produits. Donc voilà, c'est tout ça. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Thomas Huret, qui est le fondateur de 1083, donc un pionnier en quelque sorte, et sans doute quelqu'un de très inspirant pour la génération qui arrive, en tout cas si on tient compte de ce qui a été dit tout à l'heure. Donc en quelques mots, 1083, c'est quoi, et quel est le projet et la chaîne de valeur? Bonjour à tous, donc je suis le fondateur de 1083. Avant de créer 1083 en 2013, j'ai créé les magasins Mode Éthique, donc on distribue des vêtements bio-équitables. Avec une grosse frustration quand j'ai démarré les magasins, c'est que les vêtements que je vendais étaient assez typés, étaient encore plus ethniques qu'ils étaient éthiques, et ça se voit encore un peu sur notre site web, mais le nouveau site web va régler ça. Et du coup, suite à cette frustration-là et au fait que beaucoup de mes fournisseurs est fermés, j'ai décidé de créer 1083, une marque de jeans, pour prendre le contre-pied de cette offre un peu ethnique que je regrettais vendre dans mon magasin, et qui n'était pas si convaincante que ça, puisque des bonnets péruviens, je n'en vois pas. Des jeans beaucoup plus, et donc ce qui m'intéressait, c'était de parler de Made in France, de commerce équitable, de respect de l'environnement, d'économie circulaire, de bio, dans un vêtement que tout le monde porte, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les gens de gauche, les gens de droite, les catholiques, les musulmans. Le jean, vraiment, ça rend digeste beaucoup de nos idées, et du coup, le défi, c'était de relocaliser cette fabrication en France. Donc j'ai créé cette marque en 2013, on s'est lancé en financement participatif. On l'a fait un peu naïvement, on espérait vendre 100 jeans. On doit être à plus de 60 000 jeans vendus depuis 5 ans. On a créé plus de 60 emplois en France, parce qu'en fait, on relocalise tout. C'est-à-dire que les jeans 1083 sont filés en France, teints en France, tissés en France, confectionnés en France. Et du coup, sur les 89 € que paye le consommateur, entre 89 et 109 € pour son jean, il y en a 97% qui règlent l'économie locale. Il n'y a que le coton qu'on n'a pas encore réussi à relocaliser. Donc on a le choix entre 2 stratégies pour ça. Si on se met tous au diesel et qu'on roule beaucoup, dans quelques temps, on pourra peut-être cultiver du coton en France. Donc ça, c'est une stratégie qu'on préférerait éviter, mais qui est très probable malheureusement. Et la deuxième stratégie, c'est d'extraire le coton ailleurs que de la terre,
mais de nos anciens vêtements, de nos anciens jeans. Et donc notre challenge depuis 1 an, et on devrait réussir l'an prochain à le faire totalement, notre challenge est de fabriquer votre prochain jean à partir de votre ancien jean. Et donc pour ça, on va collecter vos jeans avec le relais, on va l'effilocher, on va trier les fibres, puisque quand on va effilocher du jean ou des vieux vêtements, les fibres vont être courtes, vu qu'on l'aura martyrisé à l'effilochage, et vu que vous l'aurez vous-même martyrisé en le lavant et en le portant. Et donc ces fibres trop courtes, finalement peu qualitatives, eh bien on va essayer de les trier, séparer les fibres très courtes des fibres moyennes, et avec ces fibres moyennes, on va refaire un fil. Et avec ce nouveau fil, on va refaire un jean. Et donc ça, c'est notre gros projet d'économie circulaire pour 2018-2019. C'est le premier des challenges. Le second, et on va le lancer en 2018, c'est de réaliser un jean monomatière 100% polyester issu des déchets de mer. Et donc là, il s'agit d'une autre stratégie. On sait qu'il y a plein de déchets polyester en mer. Et donc l'idée, c'est de les capturer et de les enfermer dans une boucle d'économie circulaire en proposant des jeans à la vente et à la location. Du coup, on en restera toujours propriétaire, puisque ceux à la location, ils nous appartiennent. Et ceux à la vente, il y aura une forte consigne pour que quiconque l'achète ait très envie de nous le rendre. Et grâce à ça, en fin de vie, puisqu'il sera 100% polyester, les coutures, les étiquettes, les boutons, etc., et en fin de vie, on le prendra, et puis on le broiera, et on refera un fil avec, à l'infini. Et ainsi, on aura capturé des déchets de mer dans une prison qui seront nos jeans. Voilà en gros le schéma de ce que l'on fait en économie circulaire, de cette fameuse chaîne de valeur. Et la clé de tout ça, c'est pas tant la filière industrielle, c'est les consommateurs. Et c'est pour ça que notre propos, il est toujours de commencer par le style, par la mode, par le plaisir, parce qu'en fait, on croit que la mode, c'est pour pas être tout nu, ou c'est pour pas avoir froid, ou pour pas avoir pour se cacher. Mais en fait, le besoin archaïque, il n'est pas de s'habiller, il est de se parer. Et du coup, parce qu'avant même d'avoir besoin de porter des chaussures, on était pieds nus. Avant même d'avoir froid, on était poilus. Et du coup, par contre, à l'époque où on était poilus et on marchait pieds nus, on se parait déjà. C'était des tatouages, c'était des colliers, c'était des bijoux, etc. Et donc le fait de se parer est un besoin extrêmement archaïque. Et la mode répond à ça. Et c'est en ce sens que c'est intéressant d'utiliser la mode comme le véhicule de la société un peu plus responsable que l'on essaie tous de construire. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant qu'on a trouvé son jean, je vous propose de parler de chaussures avec Veja et avec Caroline Bulliot, qui est responsable du studio créatif de Veja. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis responsable du studio créatif, donc je m'occupe du développement des modèles et de la création des collections. Donc pour le coup, s'il y a des questions techniques, il n'y a pas de souci. Et donc je suis ici pour représenter Veja. Donc je fais partie de l'aventure depuis plus de 6 ans maintenant. Et donc c'est un projet qui a 14-15 ans maintenant. Et donc qui est à l'origine de ce projet sont donc Sébastien Kopp et François Guilin-Morillon. Suite à un tour du monde à la recherche d'innovation écologique et d'audits sociaux pour de grands groupes pendant plus d'1 an. Donc en fait, ils étaient à la recherche simplement de projets qui existaient déjà ou de solutions qui étaient en marche, et simplement par curiosité, et se sont rendus compte qu'il y avait peu de choses qui leur convenaient. Ils ont par contre croisé la route de Tristan Lecomte, qui avait monté Alter Eco et qui était un des pionniers en termes de commerce équitable. Ils ont d'abord travaillé avec lui et ils se sont dit comment nous on peut apporter notre pierre à cette problématique. Et bon, ils avaient 25 ans, voire un peu moins. Et ils se sont dit, on va s'attaquer à quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on adore, qui est emblématique de notre génération, c'est donc la basket. Et on va la déconstruire complètement. Donc pendant leur voyage, ils s'étaient arrêtés au Brésil, un pays pour lequel ils ont eu un véritable coup de cœur et qui s'avère en fait fournir toutes les matières principales d'une basket. Voilà, suite à leur recherche, ils ont trouvé d'abord dans le Nord-Est je sais pas, c'est la petite carte. Hop là, voilà. Donc en fait, tout est entièrement fabriqué et sourcé au Brésil. Donc voilà, dans le Nord-Est, donc le petit numéro 1 ici, c'est ici qu'on source le coton biologique. D'ailleurs, ça va un petit peu plus loin que biologique, il est agroécologique. Si vous voulez, on peut rentrer un peu dans le détail plus tard, mais l'idée c'est
c'est de mélanger les cultures. Donc les agriculteurs avec lesquels on travaille mélangent avec le coton, avec du sésame, des haricots, pour que les plantes s'entraident et éviter d'appauvrir la terre. Enfin d'ailleurs, l'enrichir après récolte. Le deuxième gros point au Brésil avec lequel on travaille, évidemment, c'est toutes nos semelles qui sont faites de caoutchouc sauvage d'Amazonie, et donc qu'on va sourcer au cœur de la forêt, donc au petit niveau numéro 2. Pour relier un peu avec la problématique de cette table ronde, le point principal de ces deux matières premières, c'est qu'on évite tout intermédiaire. En fait, l'idée pour réduire les coûts et en fait savoir finalement ce qu'on achète, savoir comment c'est fabriqué. L'idée c'est d'aller le sourcer nous-mêmes et d'aller faire des contrats directement avec les agriculteurs. Donc évidemment à l'aide d'associations, de communautés, de l'État de l'Acre par exemple, qui est un État brésilien qui est très avancé en termes d'écologie. Mais tout est fait en direct. En fait c'est un moyen pour nous d'être sûr de ce qu'on achète, de le tracer en fait, parce que le coton qu'on va acheter brut, on va le revendre à la personne qui va le filer et on va le suivre jusqu'au moment où il est tissé, et l'usine de basket avec laquelle on travaille le rachète pour faire les baskets, et nous on rachète les baskets. Enfin bref, on suit le coton de A à Z. Donc le numéro 3, c'est la fabrication dans le sud, donc vers Porto Alegre, dans des usines aux standards qui sont d'ailleurs un peu comparables avec le Portugal, pour ceux qui connaissent, avec des rémunérations plus hautes que la moyenne brésilienne, avec des horaires très encadrés, des heures subpayées, voilà. Et le numéro 4, qui rejoint à nouveau la thématique un peu d'aujourd'hui, qui est toute notre pôle innovation, qui se trouve plutôt dans la région de São Paulo. Là, ça va faire maintenant peut-être 5 ans qu'on travaille avec des matériaux recyclés. Alors ça, pour être honnête, c'est arrivé aussi suite à des problématiques auxquelles il faut faire face quand on commence à avoir des productions qui grandissent et à avoir les aléas aussi qui arrivent à tout le monde, c'est-à-dire des sécheresses qui a fait qu'on a eu des années avec moins de coton. Donc il a fallu chercher des solutions, et plutôt que d'acheter un coton conventionnel, on s'est dit qu'on allait chercher un coton recyclé. Vers São Paulo, on travaille aussi avec un de nos fournisseurs qui a été un des premiers à faire un tissu entièrement fait à partir de bouteilles plastiques recyclées, qui est aujourd'hui un des mèches qu'on utilise le plus pour nos baskets. Et donc voilà, dans cette région, on a plein d'alternatives qui nous permettent de diversifier et de pas tout miser sur un matériau, et de tirer un peu parti et de proposer aussi à nos clients toutes sortes de matériaux en fonction de ses convictions, de ses envies. Et pour terminer, donc voilà, toutes nos baskets sont fabriquées dans le sud et partent par voie maritime, donc vers Paris, à Bonneuil-sur-Marne exactement, où on travaille avec Ateliers sans frontières, un atelier de réinsertion qui emploie une 60aine de personnes qui sont en transition, donc qui sortent de problèmes personnels, de problèmes sortent de prison, des femmes qui sortent de mariages difficiles, des gens qui ne parlent pas français, des gens qui ont besoin d'une insertion, et qui font un passage de 2 ans maximum dans cette association qui les réinsère, et avec un emploi du temps aménagé, c'est-à-dire qu'une partie de leur temps est réservée à l'apprentissage du français pour ceux qui en ont besoin, la recherche d'un logement, comment monter un CV, trouver du travail, et donc au bout de 2 ans maximum, ils s'en vont. Donc c'est dans cet atelier que sont d'abord réceptionnés, stockés et réenvoyés à nos revendeurs, ou d'ailleurs envoyés directement à nos clients via notre site internet. Donc c'est une énorme partie du projet également, et voilà, toutes les baskets passent entre leurs mains. Voilà, donc j'en profite pour illustrer un petit peu, et je vais juste terminer sur une des caractéristiques donc qui nous permet de garder un prix, on va dire, équivalent à nos concurrents sur le marché, qui nous a permis de pouvoir travailler en direct avec des matériaux de qualité. C'est le fait de ne pas faire de publicité. En fait, le budget communication est réduit à 0. Tout est fait en interne. On travaille évidemment avec des agences de presse, mais tous les shootings, on fait tout nous-mêmes en fait. On diffuse nous-mêmes nos contenus pour faire comprendre nos projets. Et on n'est pas annonceur dans la publicité, on n'a pas d'égérie, on ne paye personne pour porter des Véjas, ce qui permet en fait de garder un prix boutique qui serait équivalent à un concurrent, alors qu'un le coût de fabrication même de la basket est de 4 à 5 fois plus important qu'une basket équivalente. Voilà. Je vais passer, on nous a demandé de faire court, alors je... Merci Caroline pour cette intervention effectivement brève
est passionnante, et je vous propose maintenant d'écouter Vianney Sarrazin, qui est le responsable recherche et développement du relais Métis, alors qui est avec nous autour de cette table, parce que il s'intègre dans la filière à travers la matière textile, qui est la matière première, mais pour en faire autre chose. Donc je lui donne la parole et il va nous expliquer tout ça. Bien, bonjour à tous. Donc le relais, donc le leader français de la collecte et du tri textile. Gros enjeu pour le relais, le recyclage, parce que ça représente une grosse partie de ce qui est collecté. Donc on travaille beaucoup sur essayer de trouver des débouchés au textile, et aussi améliorer le tri pour pouvoir faciliter le recyclage pour nos clients derrière. Alors moi je vais vous présenter un produit, c'est Métis. Donc c'est un produit qui a une certaine maturité, parce que ça fait 10 ans cette année qu'il est commercialisé. Donc c'est un isolant thermique pour le bâtiment, qui est fabriqué à partir de jeans en fin de vie, donc de jeans qui sont plus portables en tant que jeans. Voilà, donc je vais vous présenter son histoire. Alors d'abord le relais, qu'est-ce que c'est? Rapidement, le relais, ça a été créé dans les années 80, plus précisément en 84. Suite à une montée forte dans les années 80 du chômage, sur la plateforme Emmaüs Artois, il y a le profil des gens qui venaient demander de l'aide à Emmaüs a changé, puisque c'était du coup des jeunes qui avaient une famille derrière à nourrir. Donc certains bénévoles chez Emmaüs ont décidé de créer une structure économique qui permettent de donner un salaire à ces gens-là et qui leur permettent aussi de nourrir leur famille. Donc ça, c'est la création. Donc au début, ils étaient 4. L'ADN du relais, c'est vraiment la lutte contre l'exclusion par la création d'emplois durables. Donc aujourd'hui, je disais tout à l'heure, leader français de la collecte et du tri textile. Aujourd'hui, le relais, c'est 65% de la collecte en France. Donc ça représente 120 000 tonnes collectées en 2017. Alors voilà, donc on voit ici aujourd'hui, donc c'est 22 centres de collecte et de tri. C'est plus de 20 000 conteneurs répartis sur le territoire français. C'est plus de 2800 salariés, donc 2000 en France et un peu plus de 800 en Afrique, puisqu'on a trois relais africains, un au Sénégal, un au Burkina Faso et un à Madagascar. Et puis récemment, un relais qui s'est ouvert au Portugal. Donc comment ça fonctionne le relais? Donc on collecte le textile, il y a une partie qui part en réemploi, ça représente à peu près 60%. Donc il y a 6% qui sont revendus dans nos friperies Dingue Fringue. Donc ça c'est un réseau qui se développe constamment, donc cette part augmente au fur et à mesure. Et puis 55% qui part à l'export. Et ensuite il y a le recyclage, c'est 36% des volumes. Donc il y a 26% qui sont retransformés en matière première, et puis 10% en chiffon pour l'industrie. Et il nous reste 3% de déchets ultimes, donc c'est tout ce qui va être souillé, mouillé, vraiment qui sera pas réutilisable et qui par contre finira en valorisation énergétique. Donc maintenant Métis, donc l'isolant. Donc alors comment c'est arrivé au relais? Dans les débuts des années 2000, il y a eu une forte baisse de la qualité textile, notamment avec l'arrivée du marché asiatique. Donc il y a eu de ce fait une augmentation de la part du recyclage et donc une mise en péril de la viabilité économique de la société. Donc le but c'était de réussir à concevoir un produit à forte valeur ajoutée rapidement pour pouvoir préserver tous les emplois qui avaient été créés par le relais et puis pouvoir aussi continuer le développement de la structure. Donc en parallèle, ça tombait bien, en 2001, il y a le secrétariat d'État au logement qui a demandé une étude sur la situation et les perspectives des écomatériaux en France, un ingénieur conseil qui s'appelle Denis Consigny. Sa conclusion de son étude, c'était du coup pour les matériaux du bâtiment, et c'était compliqué d'obtenir des certifications, puisqu'il y a des certifications qui existent, mais qui sont très fermées et très adaptées aux matériaux conventionnels. Et puis en France, il a remarqué aussi qu'il y avait un gros retard sur ces matériaux-là, et donc il y avait une énorme place à prendre sur les écomatériaux. Et puis dans le cadre de ses recherches, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse place pour un isolant textile recyclé. Donc il a fait pression auprès de notre PDG pendant plusieurs mois pour dire il faut absolument faire des recherches là-dessus.
Donc ça a mis un peu de temps puisque on arrive en 2006 sur les premiers essais. Les essais ont été concluants, notamment sur la matière en coton, donc les jeans en l'occurrence, et ce qui tombait bien parce que c'était une des catégories, le jean usé, qui était à l'époque compliqué à revaloriser. On ne pouvait pas, par exemple, en faire du chiffon, puisque le tissage du jean est un peu trop grossier pour l'essuyage. Et puis en 2008, on a commencé la commercialisation, on a commencé à fabriquer le métis. Donc c'était sous-traité en 2008. Et en 2012, on a eu le démarrage de la production sur notre site de production à Billy-Berclos, donc entre Lille et Lens. Donc pour faire rapidement pour les étapes de production, donc on part du jean entier. On transforme donc ce jean en effiloché, donc il y a toutes des opérations qui permettent de supprimer les corps lourds, les pièces métalliques, etc. On y incorpore un liant en polyester à hauteur de 15%, on fabrique une nappe. Cette nappe est ensuite passée dans un four, ce qu'on appelle le thermoliage. Ensuite on effectue une découpe, donc on découpe soit en panneau, soit en rouleau, conditionnement. Donc on a un isolant qui est performant, qui se bat bien à côté des autres isolants aussi bien conventionnels que écologiques. Donc on a une conductivité thermique de 0,039 pour les connaisseurs, un confort acoustique très intéressant, et aussi ce qui est intéressant par rapport aux isolants conventionnels, c'est qu'on a un confort d'été. C'est-à-dire que on va préserver la chaleur de l'habitat en été. Donc voilà, on a un isolant certifié, on a un confort d'été, je vais pas revenir là-dessus, et on a surtout un produit qui est recyclable quasiment à l'infini, parce que dans notre process de production, nous on peut accepter jusqu'à 30% du métis en fin de vie. Bon, pour l'instant, comme on a que 10 ans et que notre produit a quasiment une durée de vie illimitée normalement, on n'en est pas encore là, mais après on pourra imaginer recycler à l'infini ce produit-là. On a une qualité de l'air très bonne, puisqu'on n'a aucune émission de COV. Quand on connaît certains rapports sur les isolants conventionnels, c'est plutôt un bon point. Et puis on a une tenue mécanique intéressante, ce que je disais tout à l'heure, donc une durée de vie déclarée de 50 ans, mais normalement il n'y a pas de dégradation possible sur le matériau, puisque c'est un matériau qui ne se tasse pas et qui accepte bien l'humidité, qui ne va pas se détériorer dans le temps. Aujourd'hui, Métis, c'est quoi? C'est 18 salariés. C'est 1000 tonnes fabriquées en 2017, soit 500 000 mètres carrés en équivalent 100 mm. C'est plus de 500 points de vente en France, et c'est plus 25% de chiffre d'affaires chaque année. Et depuis 2017, c'est une structure qui est viable économiquement et qui va commencer à pouvoir engendrer des bénéfices pour pouvoir pérenniser les emplois et continuer le développement du relais dans sa globalité. Voilà, donc c'est une réelle alternative aux matériaux conventionnels. Merci pour votre attention. Bien, merci. À travers ces 4 interventions, à travers ces initiatives, ces expériences, ce que nous souhaitions vous présenter avec cette table ronde, c'est finalement des expériences de pionniers, des expériences inspirantes, qui montrent comment, à travers, en bouleversant ou en créant, en inventant de nouvelles chaînes de valeur, on peut aussi trouver de nouveaux modèles économiques ou créer des entreprises tout à fait rentables. Et c'est aussi, j'imagine, ce qui interroge l'ensemble de la filière. Alors j'aurais plein de questions bien sûr, mais le temps nous est un petit peu compté, et comme au fil de la journée on a pris beaucoup de retard, je vous propose de vous donner la parole, surtout pour les questions que vous souhaiteriez poser et qui nous permettront, j'en suis sûre, de rebondir sur la suite de nos débats. Donc vous avez la parole. Est-ce que vous avez des questions? Ah ben voilà. Il n'y a pas de questions? Peut-être que... alors du coup, je vous propose je vais faire la question et la réponse en même temps. On va tout venir de la salle. N'hésitez pas à lever la main si vous décidez. Une question qui s'adresse peut-être à chacun d'entre vous, parce qu'on a bien compris le caractère innovant et très volontariste de vos démarches.
quelles ont été les difficultés, les obstacles. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez passer à l'occasion donc de ce premier forum de la mode circulaire? Et donc, quels sont les messages forts qui permettront à tous ceux qui voudraient vous suivre cet exemple, qui seraient inspirés par ces expériences, d'aller plus loin et nous permettre collectivement de changer nos modes de consommation. Donc la question, c'est les messages, les difficultés. Je redonne la parole peut-être à Michael pour commencer, puis on refait ce petit tour ensemble. Donc nous, là, on est en train de techniquement, on est en train de travailler sur tout ce qui est possible de faire. Donc après, on reste dans l'industrie. Donc c'est quelque chose d'ailleurs, il faudra qu'on arrive à le vendre et travailler ensemble. Ce qui est le plus important, c'est de travailler ensemble. Donc que ce soit avec ce qu'on fait avec les projets qu'on a collaboratifs. Après, ça sera avec nous, avec nos clients, que ce soit les centrales ou avec les tricoteurs ou tisseurs. Tout ça, c'est ensemble qu'on le fera. Et c'est pour ça que nous, c'est cet objectif d'y aller aussi et de pouvoir voir jusqu'où on peut aller avec ces matières et jusqu'où on peut les incorporer si on parle du recyclage. Nous, dans nos projets, je crois pas qu'on ait véritablement de contraintes ou de limites techniques. On est capable d'envoyer des fusées sur la Lune, de faire des trucs extraordinaires. Donc fondamentalement, si on cherche, je suis certain qu'on trouve. Après, nous, on est vraiment branché économie locale, proximité. La proximité, c'est vraiment une clé pour nous de la responsabilité. Et quand on est proche les uns des autres, ou quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, c'est un peu magique, on fait plus attention. Et nous, c'est vraiment le vecteur qu'on essaye de développer. Et en fait, si on s'intéresse à l'industrie de proximité, elle a bien souffert. Donc notre difficulté, elle est que il y a plus beaucoup de tisseurs, plus beaucoup d'ateliers de confection en France. Et comme nous, c'était pas notre métier, mon frère et moi, on était informaticiens. Du coup, on rame un peu. Enfin, on a ramé pour trouver du matériel. Quand on avait le bonheur de trouver une machine, elle était pas en place, pas opérationnelle, donc il fallait la réparer, mais on savait pas la réparer, donc il fallait trouver un réparateur. Il y a eu tout comme ça une petite chaîne à reconstituer. Ça a été assez laborieux au début. C'est pour ça que depuis 5 ans, il faut parfois quelques semaines pour recevoir son Génie 1083 parce que c'est le temps de développer la filière de production au niveau de l'augmentation des commandes. Mais voilà, sinon fondamentalement, techniquement, le marché est prêt pour moi. Tout le monde a compris l'intérêt de consommer mieux, à la condition de le faire sur un produit qui donne envie, évidemment. Et techniquement, je pense qu'on est capable. C'est la connexion des deux qu'on est en train de faire. Et du coup, plus vous serez nombreux à consommer mieux, en quelque sorte, plus vous allez nous accélérer les uns les autres, et plus vous allez aussi accélérer les grandes marques, puisque nous, c'est génial ce qu'on fait là. Tous ces projets sont géniaux, mais on n'est pas encore au niveau des volumes des grandes marques. Donc, si on veut changer d'échelle, en fait, la seule solution, c'est de le faire tous ensemble. Voilà. Moi, je pense que ça va un petit peu dans le même sens que Thomas. Je sais pas si on peut dire qu'on a de grosses difficultés parce qu'en fait, le projet, il est né autour de ces contraintes en fait. Donc, depuis le début, la moindre, tout est un peu difficile en fait, mais ça fait partie du projet. Et du coup, on voit pas forcément ça comme des vraies problématiques. Je pense que ce qui, là, au bout de 14 ans, pointe un peu plus son nez dernièrement, c'est, comme tu le disais, les quantités. C'est quelque chose auquel on a dû faire face ces dernières années et qui est un peu un travail de fourmi pour réussir à fédérer, que ce soit les agriculteurs, les seringueros dans la forêt, donc les seigneurs des VA. Enfin, c'est un travail de terrain qui demande énormément de temps, mais qui fonctionne parce qu'on a toujours grandi en fait de manière organique et très très lente. On a une manière de gérer tout ça qui est une gestion de PP comme on dit en interne. On est très très lent et prudent. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément, je sais pas, de vrais gros problèmes en face de nous. Et après dans l'idée, dernièrement, ce qui nous
nous a occupés et on pense que c'est l'avenir, c'était aussi de partager notre manière de fonctionner. On a lancé un nouveau site il y a 4 mois maintenant, dans lequel on laisse en open source énormément de documents pour inspirer et montrer que c'est possible. Et par exemple, on laisse tous les contrats qu'on fait avec les agriculteurs, donc c'est possible de les lire, de les copier, de les partager, de voir comment ça fonctionne. Et nous, on se dit que si tout le monde pouvait faire pareil, voilà, ce serait chouette. Et voilà. Donc. Nous, au niveau de difficulté, bon, c'est sur les matériaux isolants, c'est un peu particulier, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport aux certifications qui sont aujourd'hui très fermées et très adaptées aux matériaux conventionnels. Donc ça, c'était la grosse difficulté pour le développement de Métis, parce que c'est très important d'avoir les certifications pour être utilisé dans les bâtiments publics et être vendu dans les grandes surfaces. Voilà, donc ça c'est pour Métis. Pour le relais, là aujourd'hui, la grosse difficulté qu'on a, c'est de faire un tri matière qui soit qualitatif pour pouvoir faire un recyclage, pour pouvoir refaire des vêtements. Et ce tri matière qualitatif, en fait, il représente un coût beaucoup trop élevé et qui est pas viable économiquement aujourd'hui. Mais par contre, c'est un enjeu énorme parce que c'est presque un gâchis de pas réussir à le faire. Et du coup, là, au niveau de la direction du relais, ils sont en train d'essayer il y a une éco-contribution qui est faite sur les vêtements qui sont mis sur le marché en France, qui représente 1 demi-centime d'euro par vêtement, qui permet de continuer à faire de la collecte, du tri, parce que c'est quand même une activité qui est pas viable de toute manière. Et là, pour continuer à aller plus loin, on est en train d'essayer de se battre pour obtenir 1 demi-centime d'euro encore supplémentaire pour pouvoir gérer cette partie-là. Ça, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui et qui permettrait vraiment de faire évoluer les choses. Voilà. Et après, sinon, moi, je pensais que je m'étais préparé à une question. Je m'étais dit peut-être qu'on aurait posé la question parce qu'on est quand même un peu sur les mêmes sourcing entre nous et 1083 par exemple sur le coton recyclé. Bon, faut savoir qu'aujourd'hui le potentiel recyclable de jeans en fin de vie c'est 50 000 tonnes. Nous pour Métis en 2017 on en a utilisé 1000 tonnes. Donc il en reste encore pas mal à se partager. Et puis donc voilà, après c'est dans un monde idéal où on aurait une éco-conception de tous les vêtements et qu'il n'y aurait pas forcément besoin de recyclage ou que le recyclage pourrait être fait avec par exemple que pour faire du fil. Je pense que on aura évolué en même temps sur des critères sociaux et donc finalement le relais n'aurait plus forcément raison d'être quoi. Donc au final voilà, donc c'était un peu ça la réponse que j'aurais donnée. Il y a une question, voilà. Bonjour. En fait, moi j'ai une question qui est plutôt destinée à 1083. En fait, vous avez parlé de consommer mieux et en même temps, vous avez parlé de beaucoup utiliser les fils recyclés et notamment de développer un tissu en 100% polyester. Et en fait, ce matin, dans la conférence, dans une conférence précédente, c'est le monsieur de Greenpeace qui nous a bien expliqué que chaque fois qu'on lave du polyester, il y a une quantité astronomique de microparticules qui vont dans les océans et qui contaminent toute la chaîne alimentaire. Du coup, pour moi, en fait, je me retrouve dans une situation où je trouve incompatible de parler de consommer mieux et de développer un tissu en 100% polyester qui, à chaque lavage, va contaminer la planète entière. Voilà. Merci pour la question et de me permettre de développer ce projet. En effet, il y a cet enjeu-là et en réalité, la solution, c'est de moins laver les vêtements. Et pour moins laver les vêtements, il faut 2 choses. Il faut qu'ils se tachent pas et il faut qu'ils sentent pas trop mauvais. Et donc, il faut qu'ils soient, qu'ils tuent les bactéries en quelque sorte et que les taches ou la graisse ou l'eau glissent dessus. Sur des matières naturelles, pour y arriver, on met des traitements à base de téflon pour qu'ils soient déperlants. Et ce téflon, au fil des lavages, il disparaît. Et du coup, grâce au téflon, on évite que le pantalon se tache ou le vêtement se tache. Et si on met du fil d'argent dans son pantalon, dans ses vêtements, en fait, c'est antibactérien et du coup, ça sent moins mauvais. Le polyester,
dans certains cas, il peut être antibactérien et par nature, il est un peu déperlant selon comment on le file. Et donc, le but du jeu, le projet complet, il est de faire un jean qui se lave beaucoup moins, justement pour qu'il n'y ait pas ces problèmes de particules qui vont dans la nature. Et au-delà de ça, pour toute l'eau qu'on économiserait, parce qu'on pense souvent, quand on parle du coton, on parle c'est 11 000 litres d'eau pour faire un jean, donc ça paraît énorme, mais sur un cycle de vie global, il y a plus de 2/3 de l'eau consommée qui est l'eau du lavage. Donc si on réussissait à faire des vêtements qu'on laverait moins, on réglerait beaucoup de problèmes, et donc c'est l'objet de cette recherche complète sur le jean en polyester. Voilà, merci pour la question. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les quatre, et en conclusion, retenons ce message optimiste, puisque le marché est prêt. Techniquement, à quelques réserves près, on est capable de le faire. Avec un peu de temps, on peut aussi changer d'échelle. Les clés de la réussite, vous les avez prononcées. La proximité, qui est une clé de la responsabilité, le partage, il y a de la place pour tous les acteurs, et le besoin de coopération, d'échanger pour y aller ensemble. Je vous remercie. Merci, je pense qu'on peut vraiment les applaudir. Applaudir aussi Céline Scavenet qui a...